Bonjour tout le monde. Je voudrais saluer tous ceux qui sont ici présents. Et comme le protocole, la présentatrice et les différents ministres ont cité toutes les autorités qui sont là, pour vous faire gagner du temps, je vais économiser la répétition. Elle est souvent pédagogique, mais quand ça n'apporte rien, il vaut mieux avancer. Citer tous ceux qui sont là, je crois que ça ne nous apporte pas grand-chose. Et je dirais d'ailleurs à l'attention de ceux qui traduisent dans les langues nationales, parce que maintenant, de plus en plus, on parle le bamana, qu'il faut intégrer la modernité dans ce que nous faisons. Lorsque, par exemple, on cite toutes ces autorités-là, on n'a pas besoin de dire à chacun « on vous parle » dans notre langue. Il vaut mieux leur dire « on vous parle au début et à la fin ». Mais il faut liba là, à chaque appellation, ça n'apporte pas grand-chose. Je souhaite que dans les changements que nous faisons au niveau de l'AES, tout ce que nous disons ou faisons ait de la valeur ajoutée. Tout ce qui n'apporte pas grand-chose, c'est une perte de temps. L'Afrique a perdu trop de temps sans aller à l'essentiel. Et les ministres des télécoms nous ont montré ici, qui sont vraiment les ministres des TIC, chacun est venu avec son ordinateur pour nous impressionner. Alors, félicitations, messieurs les ministres. Sauf que, moi, j'ai souvent confiance au papier. Vous savez, quand je partais tenir mon discours à l'ONU, on a voulu me faire parler sur ordinateur. J'ai dit non, je préfère mon papier. Parce que quand à ce niveau-là, vous vous trompez dans les écritures de l'ordinateur où le courant se coupe, c'est tant pis pour vous. Or, le discours était très, très important. Il ne fallait pas rater le coche. Vous savez pourquoi? Et donc, félicitations, mesdames et messieurs les ministres. Il faut que nous apprenions tous maintenant, comme l'a fait le ministre de la modernisation de l'administration, à travailler avec les ordinateurs. Mais votre Premier ministre et votre Président vont continuer avec leurs papiers, parce que ce qui est là-dedans, il y a beaucoup d'improvisation dans ce qui est sur les papiers. Et souvent, l'improvisation apporte beaucoup de neuf. J'ai ici mon discours que mon cabinet m'a écrit. Comme vous pouvez imaginer, c'est un discours normal d'un Premier ministre. Je suis sûr que beaucoup vont l'écouter, mais certains vont même somnoler. Parce que c'est souvent dit déjà entendu. Je voulais au passage faire une petite remarque à ceux qui montrent les images. Vous savez, tout le monde nous regarde. La communication, la parole, les images, il faut les manipuler avec beaucoup d'attention. Dans une foule comme ça n'apporte rien de montrer quelqu'un qui somnole. Il y a des ministres qui sont sur pied depuis 16 heures du matin. Montrer un ministre qui ferme les yeux juste pour faire un peu de yoga, pour se détendre, le montrer à la caméra, ça n'apporte pas grand-chose. Or, j'ai vu beaucoup de fois des ministres qui ferment les yeux ou des femmes qui allaitent. Je crois que ça n'apporte rien. Vraiment, traitons les choses avec beaucoup de discernement et faisons ce qui apporte. Ne cherchons rien de spectaculaire. Cherchons ce qui apporte du nouveau. Dans une assemblée comme ça, quand on écoute 2 heures de discours, naturellement, vous vous détendez de temps en temps. Mais si on vous montre comment vous vous détendez, ou certains qui lisent leur téléphone pour regarder un message, c'est ce moment-là qu'on le montre. Celui qui voit derrière les images va croire qu'il a passé tout son temps à regarder son téléphone, donc rien ne l'intéresse de ce qu'on dit.
faisons beaucoup attention aux images. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui regardaient leur téléphone ici, des femmes qui allaitent, des gens qui somnolent. Je me suis demandé, mais pourquoi on montre ça? Ça apporte quoi? Ça n'apporte rien. Donc, un message à tout le monde. Faisons ce qui est nécessaire chaque fois. Ne cherchons pas à faire ce qui nous plaît ou impressionner les gens. La deuxième chose, c'est vrai que les conseillers techniques, les ministères, ils brossent tout le secteur. Mais c'est pour les spécialistes. C'est les débats qui vont suivre après, qui sont intéressés par ça. Les conclusions qui vont être présentées au gouvernement. Mais ce qui se fait ici, là, c'est pour le peuple. C'est pour, comme on dit, en Bamana, nous, les Boyorodiens, là, ceux qui viennent de loin, là, quand ils regardent les images, eux, ce n'est pas la technicité qui les intéresse. Qu'est-ce qu'on veut faire et pourquoi? Les techniciens sont payés pour résoudre les problèmes. Donc, je vais vous faire l'économie de tout le discours écrit par les techniciens. On va l'exploiter sur Internet et pendant les discussions thématiques. Maintenant, pour notre peuple, pour la majorité des peuples de l'AES, ils ont besoin d'un grand éveil de conscience. Ce que nous faisons doit être inédit dans l'histoire. Parce que si c'est la même répétition, nous ne sommes pas plus engagés que les pères de l'indépendance. Il y a beaucoup qui ont bien voulu faire. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Parce que très souvent, la population ne comprend pas, ça c'est mon point de vue, je peux me tromper, ce que les dirigeants veulent. Et les adversaires de l'Afrique, et dans le cas d'espèce de l'AES, profitent de cette méconnaissance des grands problèmes pour délivrer leurs mensonges à la population et créer l'incompréhension entre les dirigeants et les peuples. Or, je vous ai dit plusieurs fois que tout pouvoir politique, pour le déstabiliser, il n'y a pas un grand secret, pour ceux qui savent. Soit on le coupe de la base, soit on crée des dissensions au sommet. Aujourd'hui, les adversaires de la transition, de l'AES sont en plein dedans. Ils jouent à fond la déstabilisation de l'AES. Vous savez, notre président a fait un voyage que j'appelle historique à Sikasso, le 22 juin. Il a fait un travail de sensibilisation. Parce que vous allez remarquer, ses discours sont courts en général. C'est un bon militaire. Ce n'est pas comme les hommes politiques, nous on vient faire des discours de 30 minutes. Lui, il ne vient pas 10 minutes. Parce qu'eux, ils vont à l'essentiel. Ils ont les armes, ils règlent les problèmes. Moi, je vous dis qu'on se complète. La parole aussi, c'est un fusil. Vous savez, quand vous tirez une balle, ça touche une personne. Quand vous parlez, vous touchez des milliers de personnes en même temps. C'est pourquoi un philosophe a dit que la parole, c'est l'arme la plus redoutable qui a été donnée à l'homme. Parce qu'en parlant, on fait comprendre les vrais enjeux. On peut toucher beaucoup de personnes. Notre président a dit à Sikasso qu'aujourd'hui l'AES fait face à 3 types de terrorisme. Le terrorisme militaire, auquel nos armées font face vaillamment, sans combattre lequel rien d'autre n'est possible. Il y a le terrorisme économique, pour faire échouer la politique des États. Beaucoup de pays l'ont essayé. On en a été victimes dans les années de l'indépendance.
tous ceux qui ont voulu assumer leur souveraineté, on a saboté leur économie par toutes sortes de stratagèmes, y compris l'introduction des faux billets. Aujourd'hui, le président vous a dit qu'il y a des tentatives de déstabilisation économique. Comme ils ont échoué sur le plan militaire, et ça c'est fondamental, ils essaient de nous saboter sur le plan économique. Saboter nos économies pour couper la population du sommet à terme. L'autre terrorisme dont le président a parlé, c'est le terrorisme communicationnel et médiatique. Travailler les cerveaux des citoyens, toujours dans l'optique de les couper de la direction. Ils sont en plein là-dedans. Des médias, des ambassadeurs, des conseillers diplomatiques ont mission de faire échouer l'AES. Mais ils ne le seront pas, Inch'Allah. Parce que les dirigeants de l'AES de 2024 ont tiré les leçons de ce qui a pu arriver à nos prédécesseurs dans les années 60. Ils ne sont pas plus patriotes, mais ils tirent les leçons. Et les leçons, c'est très important. Je rappelle souvent aux gens, ça c'est des répétitions qui sont utiles, parce que certains ont déjà entendu, mais d'autres n'ont pas entendu. Un grand penseur a dit, vous le connaissez, c'est un grand philosophe du XXe siècle, que quand vous ne connaissez pas l'histoire, vous êtes appelé à répéter. L'appel que je lance à tous les dirigeants politiques, révisiter notre histoire. Tout ce qu'on veut faire contre l'AES aujourd'hui, on l'a fait contre la Guinée dans les années 60, le sabotage économique. Sur le plan communicationnel, ce qu'on fait là, on est là depuis 60 ans. Les radios internationales que vous écoutez là, la France se les investit près de 600 millions d'euros dans ces médias. Ça, certainement, c'est plus maintenant. Ça fait près de 40 milliards. Tous les matins, quand vous vous réveillez, quand c'est un intellectuel, il branche RFI, il branche France 24. Avant toute chose, quand nous on était petits, on réécoutait Radio Mali. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Donc, au fil des ans, on formate nos cerveaux. Les Anglais investissent dans BBC près d'1 milliard d'euros. Les Américains, dans la voie de l'Amérique, plusieurs milliards. Ils discutent avec les gouvernements démocratiquement élus. On amène les antennes jusque dans les villages dont nos grands-mères se réveillent. Ils écoutent. Ah, France, RFI dit faux. Alors qu'il ne sait ni lire ni écrit. Et on parle dans les langues nationales. En Bambara, en Fufulde, en Germain. Ah, voilà, la voix de l'Amérique est faux. Je vous assure que même moi, en tant que Premier ministre, il y a des choses au Mali, j'allais apprendre par ces radios-là. C'est une façon de nous formater sur la durée. Donc, la guerre informationnelle est extrêmement importante. C'est pour dire au ministre que vous avez une grande responsabilité dans l'histoire de l'AES. Et c'est pour cela que dès que le président a tenu son discours, le lendemain, moi, j'ai communiqué avec le directeur du Centre d'information gouvernementale du Mali, on appelle Sigma, pour lui dire de contacter tous les chargés de communication dans tous les départements, rentrer en relation avec le ministre chargé de la communication pour travailler sur ce volet. C'est extrêmement important, pour donner du contenu au message du président. La lutte contre le terrorisme physique, je sais qui s'en occupe, c'est un militaire. Lui est le ministre de la Défense et les autres. Le terrorisme économique, il y a ce que j'appelle les soldats de l'économie. Les douaniers, les financiers, les agents de divers genres, ils s'en occupent.
Mais le terrorisme communicationnel est extrêmement dangereux. Et vous avez une grande responsabilité dans ce combat. Attachez vos ceintures pour donner un contenu réel à ce message du président. Parce que notre rôle, en tant que Premier ministre et vous en tant que ministre, c'est chaque fois donner un contenu pratique à nos populations par rapport à ce que dit notre président et qu'est-ce qu'il veut. Parce qu'il ne peut pas s'étendre sur tout. Quand il énonce ces chiffres, ces terrorismes-là, c'est à nous de nous engager pour les combattre. Chacun dans son domaine. Parce que le combat qui est engagé, c'est pour couper les populations du sommet. C'est pour décourager les gens, pour faire échouer l'AES. Ils ne réussiront pas, Inch'Allah. Et beaucoup auront remarqué, certains s'ennuient d'ailleurs, parce qu'ils écoutent les mêmes choses. En réalité, je fais exprès. Parce que ceux qui écoutent aujourd'hui, demain, ce n'est pas ceux qui écoutent. Aujourd'hui, on a la chance, tout est diffusé en direct. Donc, il y a des millions de Maliens, de Nigériens, de Burkinabés qui vont entendre ce qu'on va dire ici. Ce que je vais dire ici, là, c'est devant vous, mais en réalité, c'est à tout le monde. Notre président a parlé, donné un contenu à ce qu'il dit. Il vient d'aller sur Ouagadougou. Je suis sûr que ce serait des discussions denses sur comment consolider l'AES. Je suis certain qu'après, il y a le tour de Niamey. Parce que nous sommes condamnés à réussir. Toute l'Afrique regarde les pays de l'AES. Je vais dire, tout le monde nous regarde. Et nous avons la chance, ce n'est pas de la flagornerie, je le dis pour que les gens comprennent. À la tête de nos États, nous avons des hommes de terrain. Notre président fait partie de ceux qu'on a bloqués à l'entrée de Kidal en 2013. Celui du Burkina a participé ici aux missions de la MINUSMA dans la lutte contre le terrorisme. Celui du Niger a supervisé tout ce qui se fait ici dans la lutte contre le terrorisme. Donc, c'est des hommes pétris d'expérience. Ils n'ont pas besoin de lire comme nous on fait là pour savoir ce qui se passe. Tous les doubles jeux, tous les mensonges qu'on essaie de nous imposer, eux, ils les ont vécus. Mais le reste de notre population ne comprend pas. Le mensonge, maintenant, est devenu la réalité. Le samedi passé, ou le vendredi, j'ai rencontré une délégation des chefs de toutes les agences de l'ONU en Afrique. Toutes les agences de l'ONU en Afrique sont venus me rendre une visite de courtoisie. J'ai saisi l'occasion pour leur dire ceci. Il y a un proverbe en Bambara qui dit que le mensonge qui parle a toujours raison de la vérité qui se tait. Au Mali, depuis longtemps, depuis plus de 13 ans, 10 ans, la même chose dans les autres pays. C'est le mensonge qu'on a vendu. C'est le mensonge qu'on a imposé à l'esprit des citoyens. Mais ça n'a pas commencé maintenant. Ceux qui veulent nous dominer là, ils ont toujours procédé par le mensonge. Quand je fais une petite excursion dans l'histoire, on ne va pas trop loin, mais on s'arrête juste à ce qu'on appelle la conférence de Berlin, en février 1885, quand on a décidé du partage de l'Afrique. Dans les résolutions de cette rencontre, il n'y a nulle part où on a parlé de colonisation. Ce qui a été décidé, écrit, c'est qu'il y a le fleuve Niger et le fleuve Congo. Ils vont aider à régulariser la circulation sur ces fleuves-là. Deuxièmement, la France va apporter sa mission civilisatrice.
l'Angleterre, ce qu'on appelle les 3 C. Commerce, donc ils vont venir commercer avec nous. Civilisation, christianisme. Personne n'a parlé là-bas de colonialisme. On a donné le Congo au roi belge comme propriété. Donc celui qui voit seulement ce qu'ils disent ou ce qu'ils écrivent, tout est bien. Mais qu'est-ce qui a suivi? Au Congo, pour construire les chemins de fer Congo-Océan, 1 million de morts. Celui qui a fait ça, personne ne l'appelle dictateur. 1 million de morts. Ça, c'est le roi belge. Mais les autres, ils ont tué nos ancêtres. Ils les ont opposés. Ils ont créé des guerres. Ils ont occupé par la force nos pays. Ceux qui résistent, on les tue. On les coupe la tête. Il y a des exemples qu'on connaît, j'en ai donné plusieurs fois. Nous, chez nous, il y a des ancêtres, mais on leur a coupé la tête. On a promené dans le village pour la simple raison qu'ils ont caché leurs frères arabes et touaregs. Parce que le gouverneur colonial de Caille, 1893, a écrit à celui de Tombouctou pour dire que toutes les peaux blanches, il faut les supprimer. C'est ça le terme. Et qu'il espère un jour que l'aviation permettra d'épandre les poisons partout. Il dit qu'il faut les tuer tous. Ceux qui ne meurent pas, qu'ils quittent, qu'ils aillent ailleurs. Mais aujourd'hui, ils nous disent que les populations du Nord sont nos amis, leurs descendants. Est-ce que vous voyez la nuance? Ça, c'est des choses qui sont authentiques, c'est écrit. Mensonge. Vous savez, quand l'opération Barkhane a remplacé Serval, je disais aux Maliens, à l'insu des Maliens, le général qui commande les armées françaises, le général Berthoud, il a été faire un tour des militaires français sur la base de Faye-Largeau au Tchad. Quand il a fait la revue des troupes, pour les conscientiser, pour vous dire l'importance de la parole, pour que les soldats comprennent pourquoi ils sont là, il leur a dit, nous étions venus ici il y a 100 ans. Nous en sommes repartis à 60 ans. On est revenu maintenant, c'est pour 100 ans. C'est ce qu'il a dit à ses soldats. Pour vous dire que tous ces brouhaha-là, MINUSMA, G5 Sahel, Takuba, Yekap, Pititi et Patatala, c'est des sacs qu'on a mis sur nos têtes. Ce sont des mensonges. L'objectif, c'est d'entretenir le terrorisme en Afrique, faire perdre confiance à nos armées, installer la lutte entre les peuples, les Touaregs, les Arabes au Mali. Ensuite, on ajoute les Peuls. Je dis souvent les Peuls, vous savez, c'est un groupe ethnique qui va du Cameroun à l'Afrique de l'Ouest, au Sénégal. Quand vous mettez le feu dans une case Peul, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui brûle. Donc les hommes politiques, les présidents, j'ai même entendu un président qui le dit sur les médias, il y a un terrorisme Peul. Les jeunes Peuls qui ne sont pas instruits, auxquels on vend le mensonge, rentrent là-dedans et ça s'embrase. Parce que quand la communauté Peul s'embrase, vous pouvez être sûr qu'il n'y aura plus jamais la paix. Parce que les Peuls sont un peuple de résistants. Ils ont horreur de la subordination et de la sujétion. Ils ont rendu du fil à retordre aux colons. L'actuel premier ministre du Niger, son ancêtre, c'est Danfodio. Tout le monde connaît dans l'histoire. C'est que les Peuls de cette zone-là, les fils qu'ils ont donnés à retordre aux Blancs,
Ça, c'est un aspect que beaucoup ne comprennent pas. On nous manipule. Les Peuls et les Dogons ont vécu au Mali des centaines d'années ensemble. Mais quand vous vous rappelez un peu de l'histoire, personne n'oublie. 2014, 2015, c'était les religieux Peuls, les chefs traditionnels Peuls qu'on assassinait. Tout le monde fermait les yeux pour créer chez eux la terreur, la peur, se désolidariser de leur pays. Après, entre les Dogons, qu'est-ce qu'on fait? Deuxième étape, on va mettre le feu dans le hameau Dogon. Et puis on court, on fait semblant de se cacher chez les Peuls. Les Dogons en ont marre. Ils ont fini, une fois que le sang coule, c'est du poison. Ils se vengent eux aussi. Donc celui qui a perdu son père, lui aussi, il rentre dans le terrorisme. Parce que le terrorisme, là, les gens ne sont pas là-dedans toujours par conviction. Il y en a, c'est par vengeance. Certains par cupidité, ils n'ont pas d'argent. D'autres, on les a manipulés. D'autres parce que. Ceux qui sont là-dedans pour des raisons purement idéologiques, ils ne sont pas nombreux. Mais les grands Manitou sont ailleurs. Ils vendent le mensonge. Et le Mali a été l'illustration de cette vente du mensonge. Si vous regardez les régimes politiques dans ces trois pays-là, ils sont tous venus à cause de l'insécurité. Aucun de ces militaires ne s'est levé des casernes pour dire qu'il va prendre le pouvoir. C'est parce qu'il y a l'insécurité. Leur peuple était désespéré. Au Mali, on tuait des centaines de personnes. Le président, de temps en temps, va y pleurer. Les ministres voyagent. On nous trompe. On enterre les soldats dans les fosses communes. Et on est résigné. On fait des anecdotes sur notre armée. C'est une armée de fuyards. Dès que vous tirez, ils fuient. On travaille le cerveau pour qu'on ne respecte plus la tenue militaire. Et les gens sont mis à dire « Ah, un militaire ne doit pas être à la tête d'un pays. Sa place est dans les casernes. » Mais qui a dit le contraire? Mais dans ces pays-là, lorsque leur histoire a créé le désespoir, ce sont des militaires qui sont venus mettre de l'ordre. Les deux hommes les plus illustres dans l'histoire de la France, c'est Napoléon et De Gaulle, c'est des militaires. L'Angleterre, l'homme le plus illustre, c'est Churchill, c'était un militaire. Aux États-Unis, George Washington, c'était un militaire. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où il y avait trop d'incertitudes, on a pris un militaire à la tête de l'État, Eisenhower comme président. Donc tout ça, c'est pour nous travailler les cerveaux. Diriger un pays, on n'a pas besoin d'être un civil ou d'être un militaire. Il faut aimer son pays et avoir le sens de l'histoire et résoudre les problèmes du pays. À un moment donné, les pays de l'AES avaient besoin de la sécurité. Aucun de ces gouvernements n'est venu pour faire un coup d'État comme ça. C'était le désespoir. Et les militaires ont intervenu pour éviter le chaos. Parce que c'était le chaos qui était prévu. Au début, on nous a dit la lutte contre le terrorisme, c'est ça le centre des forces internationales. Pendant qu'il y a 50 000 forces armées sur le territoire malien, nous nous sommes retrouvés à le terrorisme qui a pris 50% de nos territoires. Au Burkina Faso, il n'y avait pas de terrorisme en 2014. Il y avait même un président qui pensait que c'est en faisant le jeu des autres, il fait le négociateur que lui va perdurer au pouvoir. Quand ils ont fini avec lui, ils l'ont jeté. Au Niger, il n'y avait pas de terrorisme. Après, on a eu un président qui dit au Nigeria, attention, les terroristes sont trop forts. Il ne faut pas vous battre avec eux, sinon vous allez tout perdre. Vous voyez comment on nous travaille? On cherche des présidents démocratiquement élus ou qui ont décidé de se vendre aux autres contre leur pays pour nous dominer. Le terrorisme est allé en Côte d'Ivoire, à Grand Bassam, il est allé au Togo, il est allé au Ghana, il est allé au Bénin,
Mais vous êtes venus en grand nombre pour bloquer le terrorisme au Mali. Il s'étend sur toute l'Afrique. Et qu'est-ce qu'on fait? On court au Ghana, on va donner de l'argent, 600 millions d'euros. L'Union européenne, en ce moment, il y avait des inondations. Ce n'est pas pour faire des routes ou des caniveaux, c'est pour acheter des armes. Pour lutter contre le terrorisme, qui est venu d'où? Qui est venu du Nord, que vous étiez censés combattre. Et les armes, on les achète chez eux. Donc, ils donnent l'argent d'une poche, d'une main, ils la retirent d'autre main. Ils fabriquent les armes, on les achète, on s'entretue entre nous. Quand ce n'est pas les Peuls, quand ce n'est pas les Touaregs, c'est les Arabes, c'est les Dogons, c'est les Peuls, ainsi de suite. En attendant, comme je l'ai dit, le réveil brutal, dans 20 ans, dans 30 ans, toute la génération, nous autres là, je sais qu'on sera très loin, nos petits-enfants vont juste se rappeler des livres qu'on a laissés. Beaucoup ne seront plus là. Ils auront à la tête des États, des présidents démocratiquement élus, qui ne connaissent rien de l'histoire de leur peuple, qui seront préoccupés par les voyages, les visas, les maisons en Occident, les comptes bancaires, et on recolonise l'Afrique. Pour vous montrer comment les gens sont capables de négliger la vie humaine. Je peux citer des cas au Niger, au Burkina, mais je cite celui du Mali, pour m'arrêter à ça. Je donne l'exemple toujours aux Maliens et à tout le monde de la base d'Indeliman. En 2019, l'administration finance une base. Barkhane construit la base. Et ils oublient, s'il vous plaît, de faire un forage pour trouver de l'eau. Donc les soldats sont obligés de sortir pour aller chercher de l'eau dans les hameaux d'à côté. On les scrute, on les tue. On bourre le camion d'explosifs. Ils viennent rentrer dans le camp. Ils explosent, les militaires meurent. Ceux qui ont survécu font 7 heures de temps. Il y a 50 000 forces armées sur notre territoire. Il y a des avions, des hélicoptères. L'administration et Barkhane refusent de les secourir. Tous les militaires meurent. On n'a même pas d'avion de transport. On fait une fosse commune, on les enterre. On attend les prochains morts. Le destin, c'est qui était prévu pour nous qu'on reste dans ce cycle pendant au moins 10-20 ans. C'est ce que Dieu a fait. Que le Mali, avec à la tête ces militaires, que j'ai appelés les Monébodéons. Certains pensent qu'il s'agit juste du chef de l'État. C'est tous les militaires. On a arrêté ce cycle. Aujourd'hui, le rôle des politiques, c'est de faire notre travail. C'est de travailler à l'éveil des consciences des populations. De leur faire comprendre que tous les sabotages qui se font, l'objectif, c'est de déstabiliser l'AES. On a voulu nous désigner un président, un premier ministre, un président de l'Assemblée. Vous avez entendu notre président, on l'a téléphoné de Paris. Vous avez entendu le président du Niger. Pendant la crise, un pays européen voulait intervenir. Un autre pays lui téléphone, il dit non, le Niger c'est pour nous. Il ne faut pas mettre, pour parler trivialement dans nos langues, il faut mettre ta bouche dans les affaires du Niger. Voici le sort qu'ils ont prévu pour nous. Et nous, l'élite qui dirige, le peuple doit comprendre les vrais enjeux. Et d'ailleurs, ils ont toujours fait comme ça. Quand il y a eu la lutte contre le fascisme, beaucoup de pays ont été occupés. On a appelé les Africains. Venez nous aider à nous battre. Après, vous aurez la liberté.
Ce qui est advenu, vous le savez après. Et puis il y a un qui écrit, ah oui, en 1960, on a donné l'indépendance à ceux qui la demandaient le moins, après avoir éliminé physiquement et politiquement tout ce qui exigeait l'indépendance africaine intransigeante. C'est une citation de Pierre Messmer, Premier ministre français qui a conduit la décolonisation, qui était lui-même un administrateur colonial. Mais ils savent. C'est pourquoi j'ai dit aux gens l'autre jour, le Mali, c'est un grand peuple. Nous n'allons jamais abdiquer. Tous ces pays d'Afrique que vous voyez là ont appartenu à des entités politico-historiques, militaires, dont l'épicentre c'est le Mali. C'est les descendants, les Assimi Goïta et sa génération-là, ces jeunes de 40 ans, 50 ans-là, c'est les descendants de Sonia Libert, c'est les descendants d'Askia Mohamed, c'est les descendants de Soujata Keita, c'est les descendants de Firoun. C'est eux qui ont dit non. Mais si on ne leur vient pas au secours, politiquement, ils vont les noyer. Donc, lèvons-nous pour jouer nous aussi notre partition. Pour combattre l'insécurité, pour combattre le terrorisme, pour faire en sorte que rien ne soit plus comme avant dans l'AES. C'est le rôle qui vous est assigné, ceux qui sont chargés de la communication dans l'AES. Les mentales des citoyens, leur compréhension, leur analyse des problèmes, politiquement, historiquement, c'est ça qui va servir de levain pour permettre à nos militaires de réussir leur mission. Les militaires maliens, on se moquait d'eux avant, et pourtant on a le même pays, on a les mêmes militaires, on a les mêmes terroristes qui sont plus forts d'air aujourd'hui. Mais pourquoi on tient? C'est parce que le leadership a changé. On a des nouveaux leaders qui ne sont pas démocratiquement élus dans des avions en train de voyager. Et c'est pour cela que lorsque nous avons tenu, avec l'autorisation du président, avec la confiance des peuples maliens, le discours désormais historique du 25 septembre 2021 à la tribune des Nations Unies, où nous avons dit que les Français nous ont laissés en plein vol. En fait, c'est un euphémisme. C'est une trahison. Nous avions avec eux un accord militaire signé de nous deux, mais ils ont décidé un jour d'en sortir. Et on n'apprend pas les médias qui sont partis. Ou bien un autre jour, ils disent, ils quittent le Mali. Parce que le Mali a décidé de négocier, soi-disant, avec les terroristes. Parce qu'ils n'ont pas pu désigner les dirigeants. Mais les mêmes, on les a vus au Niger après. On a vu un président qui recevait les terroristes au perron de la présidence, il les finance, et ils applaudissaient. On a vu des gens dire qu'ils ne vont pas faire des photos avec le président du Mali et du Burkina Faso, au motif qu'ils ont fait des coups d'État. Un président africain. Ce même président qui a fui son pays d'air après, je le vois quelques semaines après, à côté d'un autre militaire qui a fait aussi un coup d'État. Il fait des selfies en veste, en pipaou, parce qu'on lui a dit d'aller le faire. Ce coup d'État-là, il est bon. Mais ça, c'est quoi ça? On nous prend pour qui? Et vous savez, quand ça a eu lieu, le haut représentant pour la politique étrangère de l'Union européenne, Joseph Borrell, moi je préfère les appeler par leur nom, il a organisé une conférence des ministres de la Défense de l'Union européenne en Espagne, à Toledo. Il dit attention, l'Afrique là, l'Europe a des intérêts là-bas. Donc il faut qu'on cherche à les comprendre. J'ai dit, ah bon? Nous on est réveillés depuis 6 heures. Toi tu te réveilles à 14 heures, tu viens nous dire que tu veux nous comprendre. Mais toi tu es en retard. Simplement parce que le coup d'État qui a eu lieu en ce moment-là, ils sont d'accord avec.
Ils disent qu'ils vont suivre. Mais pour le Niger, on fait conseil de défense à Paris. Parce qu'il y a un coup d'État au Niger. Mais ça, c'est quoi ça? Il faut que vous obligez les gens à nous respecter. Nous ne sommes plus d'accord avec ces doubles standards, avec ces appréciations à géométrie variable. Nous sommes fatigués. On n'en veut plus qu'on nous laisse nous organiser nous-mêmes avec nos peuples. Et ainsi, nous allons nous en sortir. Je suis convaincu. Donc tout ce que je vous dis là, certains, ça les ennuie, ils se disent, ce prémisse-là, il parle trop. Tout le temps, il ne fait que parler, il ne fait que parler. En réalité, je fais exprès. Moi, je sais ce que je cherche. Parce que certains d'entre vous vont entendre, mais d'autres ne vont pas entendre. Donc il faut répéter à toutes les occasions. Celui qui va sur ma page YouTube là, il y a tout ça là-bas. Tout ce que j'ai dit depuis 2000, avec Balao. Mais comme tout le monde ne regarde pas, chaque fois que j'ai l'occasion, il faut marteler. D'après les enseignants, la répétition est pédagogique. Donc c'est important que vous compreniez. Celui qui est fatigué, il se retire doucement. J'ai vu des gens qui se sont retirés. Il n'y a pas de problème. Vraiment. Mais ce que je vais dire là, je vais le dire parce que ceux que ça intéresse là, et ils vont l'écouter. Vous savez, en 2021, quand on nous traitait de tout, après le discours historique de New York, où c'est comme quelqu'un qui est couché, d'après un vieux Germain qui m'a envoyé un message, quelqu'un qui est couché, il a un pagne sur lui, il n'a rien, il n'a même pas d'habit, vous venez vous enlever le pagne. On le trouve nu. Mais c'est ce que le Mali a fait en 2021. Mais en ce moment, nous savions que notre armée, le chef suprême des armées, le ministre de la Défense, le chef d'état-major des armées, les soldats sont en train de préparer dans la plus grande discrétion ce que nous avons appelé la grande offensive militaire à partir de décembre 2021. Pour amener le fer dans les bases terroristes, les détruire et amener l'insécurité chez eux. C'est là que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne dit pas qu'on a attaqué des camps, ils vont tomber sur des civils dans des champs, et c'est à la même période que le peuple malien a tenu ses assises pour donner une feuille de route à la transition qui est en train de s'appliquer même aujourd'hui. Tout ce que nous faisons, vous entendez le président, les assises ont dit. Après, ils ont dit qu'ils vont nous baga. Ils vont faire un embargo bidon là. Ils se réunissent le 9 janvier, mais le 14 janvier. Les Maliens ont démontré que c'est un peuple qui compte avec l'histoire. Quand vous êtes sortis 4 millions, c'est qu'aucun président démocratiquement élu n'a mobilisé. Les présidents démocratiquement élus, c'était 1 million, 1 million 200, 1 million 500. Ce jour-là, c'est le destin de la transition malienne qui s'était joué. Il y a des ambassades, ça nous dit, ils ont fait des câbles en douce pour dire à leur gouvernement, attention, ces gens-là ne sont pas aussi impopulaires que vous pensez. Hein. Mais il fallait ce travail-là. Mais tout ce travail ne servait à rien si l'armée n'a pas inversé la tendance sur le terrain militaire. C'est pour cela qu'il faut que les Maliens comprennent. Nous avons besoin du soutien de notre armée. Nous avons besoin des sacrifices nécessaires. Tous les pays de l'AES sont dans le même problème aujourd'hui. Vous savez, lorsque le Burkina et le Mali ont fait leur grande alliance que je considère historique désormais, il y a un grand politologue ou une grande personnalité qui a voulu intimider un très haut officiel du Burkina en lui disant « Ne suivez pas le Mali. Si vous les suivez, vous aurez des problèmes. » Le Burkinabé lui a dit que ça s'est dépassé. Eux, ils sont déjà à midi. Lui, il se croit encore à 6 heures. Chez eux, ça c'est fini.
Lorsqu'une semaine après, ils ont commencé les attaques violentes, la même personne a appelé ce Burkinabé. Il dit, vous voyez ce que je vous ai dit? Tant que vous ne quittez pas ce domaine-là, venir avec nous là, vous allez continuer. Il a dit, mais on préfère la mort que la honte. Et c'est ce qui est en cours aujourd'hui. Les Nigériens, après l'échec de l'embargo du Mali, parce que les Maliens ont montré une grande capacité de résilience, ils ont décidé qu'avec les Nigériens, on ne va pas les tuer avant de les enterrer. On les enterre vivants. Même les médicaments, on les coupe pour que les gens meurent dans les hôpitaux. Mais imaginez-vous des Africains qui se réunissent. Quelqu'un a un couteau, il met dans leurs mains. Et le bout du couteau, il le guide dans leur cœur. Des Africains. Tout ça, c'est pour durer au pouvoir. Ce n'est pas pour régler les problèmes. Parce que tout ce que la CEDEAO faisait contre le Niger, c'était dicté d'ailleurs. Et Dieu nous en garde, ils ont échoué. S'ils avaient réussi au Niger, c'était le tout du Burkina. Après, ils vont se coaliser contre le Mali. Et nous avons le sang de l'histoire. C'est pourquoi nous les avons mis en garde. Nous leur avons dit, celui qui touche à un cheveu du Niger, nous allons le raser. La tête. Et la force d'attente qui attendait depuis 2012, parce que la force d'attente de la CEDEAO, là, elle a été créée en 2012. Beaucoup ne savent pas. C'est à l'occasion de l'investiture de Macky Sall, en 2012, qu'ils ont créé une force d'attente de 3000 hommes. Depuis 2012, ils attendent jusqu'au Niger. Bon, ils sont en train d'attendre encore. Le Mali, l'AES demandait 2 milliards pour lutter contre le terrorisme. On n'a pu en trouver, la force l'a atteint. Et maintenant, contre le Niger, on dit qu'on va trouver 3 milliards pour leur donner. Et heureusement que la lame là était prête. Celui qui voulait le faire là, depuis qu'il a su qu'on va lui raser la tête là, il a dit à ces gens-là, il faut garder d'abord l'argent en attendant. Et ils attendent toujours. C'est pourquoi je dis, laissez-nous en paix. Nous ne sommes contre personne, mais nous n'allons jamais accepter que quelqu'un vienne nous piétiner nos peuples. Et les dirigeants aujourd'hui font la fierté de nos peuples, font la fierté de l'Afrique. Parce que ces messieurs-là, ce qu'ils cherchent, c'est d'avoir des dirigeants poltrons, traîtres, qui sont prêts à vendre leur pays pour l'argent et les places. Si tu ne fais pas ça, moi je l'ai dit aux représentants de l'ONU récemment, j'ai dit la vidéo que j'ai faite devant nous là, tous les services secrets de ces pays-là vont aller regarder. Regardez ses yeux, regardez ses lunettes, regardez sa gestuelle, il faut qu'on s'occupe de lui. C'est comme ça qu'ils ont fait tout le temps en Afrique. J'ai même entendu des agents des services secrets français à la retraite dire « Ah, le Niger, comme il y a l'embargo maintenant, ils nous ont chassés, on va monter des opérations clandestines contre eux. » Vous voyez, un monsieur qui dit, il va devant des institutions, il dit, vous savez, en Afrique, les problèmes qu'il y a au Niger, au Mali et au Burkina, c'est parce que depuis des années, on n'a pas invité des militaires chez nous pour les former, en un mot, pour les laver le cerveau. Et sciences tenantes, ils ont donné 40 bourses. 10 bourses pour 3 pays d'Afrique de l'Ouest, que je ne vais pas citer pour des raisons diplomatiques, et 10 bourses pour un pays d'Afrique de l'Est. Mais est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer? Et il faut que nos peuples comprennent. Tout ce qu'ils disent là, c'est le mensonge qui a le dessus sur la vérité qui se tait. Ce que je vous dis là, c'est la vérité qu'on ne disait pas aux gens. Si les gens le savent, ils ne vont jamais se laisser manipuler. Donc, ce à quoi je voulais vous appeler, c'est de tenir bon. C'est que les membres des gouvernements, au-delà de tous les calculs, vous savez, en Afrique, on sort dans les réseaux, on sort dans les médias, tels dirigeants et tels dirigeants sont en bagarre, on crée les problèmes. C'est la fameuse leçon de l'histoire. Vous savez, quand ils sont allés au Niger et essayer d'intimider les dirigeants nigériens,
Quand le premier ministre du Niger les a mis à leur place, ils ont demandé à voir le président. On leur a dit que le président n'a pas le temps. Lui, il s'occupe d'autres questions stratégiques de la vie de son peuple. Ils ont dit, mais ça, c'est quoi ça? Mais un petit pays, des Noirs comme ça, il ne veut pas nous recevoir? Oui, on va mettre nos réseaux dormants dans l'armée. On va faire un débat devant le Sénat. Moi, j'ai tous ces enregistrements. Je les traduis, je les garde pour l'histoire. C'est pourquoi quand on va écrire après, les gens vont dire, mais aïe Nimbomi. Parce que l'histoire, là, c'est le présent de tous les jours, là. C'est ce qui sera de l'histoire dans 10 ans. Mais, j'ai dit, les réseaux dormants, là, ils n'ont qu'à les sortir au Niger. Les Nigériens les attendent des pieds fermes. Donc, mesdames, messieurs de la communication dans l'AES, vous avez lu des bons discours, on a applaudi. Quand on annonce nos présidents, Hassimi Goïta, tout le monde a applaudi. Je ne sais même pas pourquoi quand on dit Adraman Chani et Ibrahim Traoré, on dirait que certains ne comprennent pas, on n'applaudit pas autant. On a fait tout ça, mais on a vécu ça en Afrique. Ce que nous voulons maintenant, en plus de vos discours là, mettez vos techniciens ensemble pour contrer cette guerre communicationnelle. Parce que le message du président Assikasso, ce n'est pas fortuit. Nous avons des preuves de beaucoup de choses contre le Mali aujourd'hui. Donc chaque Malien doit se considérer comme un soldat au front. Chaque citoyen de l'AES doit se considérer comme un soldat au front. Si vous êtes militaire, vous battez. Vous êtes un pharmacien, vous battez. Même si vous êtes un bagarreur, là, allez-y dans nos services secrets, contrez leurs bagarreurs. Chacun n'a qu'à faire son travail. Notre président dit, Beki Jo Ijo Yorala. Si nous faisons ça, là, ils vont échouer. Et dès qu'ils vont échouer, ils vont venir négocier. Mais on s'élève. Réunion Russie-Afrique, réunion France-Afrique, Chine-Afrique, Corée-Afrique, Italie-Afrique, Amérique-Afrique. Mais j'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Cette belle femme-là, tout le monde veut être son fiancé et personne ne veut la marier. Mais ça, c'est quoi ça? Parce que tous ces pays-là, ils visent leurs intérêts. On sort de l'argent du trésor, il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a pas d'avion, les soldats mourraient, l'armée ne peut pas se battre. Les Russes nous ont dit que vous venez, on vous donne les hélicoptères nécessaires et vous les payez cash. C'est du donnant-donnant. C'est pourquoi nous ne voulons plus de cette histoire d'aide au développement là. Nous voulons faire les affaires. Tu nous donnes, on te donne. Chacun devant ses intérêts. Si on ne fait pas ça là, la main qui est en haut qui nous donne là, on va être son esclave demain. Mais c'est ce qu'on a fait avec les Russes. On a fait la même chose avec les Turcs. Quand on a commandé nos drones, ils ont mis dans leurs médias, dont j'ai les coupures chez moi, qu'on va attendre 3 ans. Mais notre président, notre ministre de la Défense, ils ont joué de la haute diplomatie. Nous avons eu nos drones en 3 mois. Et on a frappé qui il fallait. Et c'est pourquoi là où on est aujourd'hui, nos chefs ont besoin des peuples déterminés qui comprennent les vrais enjeux, que personne ne nous manipule encore. Nous sommes fatigués qu'on nous laisse en paix, qu'on nous laisse nous développer. Tous les peuples sont des amis. Les Français ne sont pas nos ennemis, contrairement à ce qu'on fait croire. Aucune attaque contre un Français ici. Il y a des pays où on a brûlé les propriétés des Français, mais au Mali, ça ne s'est jamais passé. Les Maliens qui sont en France, ce qu'ils apportent au Mali par an, c'est plus que cette histoire d'aide au développement. Ils ont une nationalité française, ils travaillent, ils viennent en vacances. Est-ce que vous pensez qu'un gouvernement responsable, des gens qui ont la tête sur les épaules, vont se mettre contre ce peuple-là? Et ce que nous n'acceptons pas, c'est qu'on vient donner des injonctions à nos dirigeants. C'est parce que ceux qui sont au pouvoir ne connaissent pas l'histoire. Et quand on ne connaît pas l'histoire, on ne peut pas diriger. Vous savez, jusqu'à Giscard d'Estaing, tous les présidents français, quand le nouveau arrive, il lui passe le code nucléaire, il lui passe un message.
Il dit qu'en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, rien de grand ne peut se faire sans et contre le Mali. Donc discuter avec les Maliens. C'est ce qu'ils ont tous fait, jusqu'à ce qu'on a eu des présidents avec des connaissances Wikipédia là. Ceux qu'ils ont lu sur Internet, ils viennent, ils nous menacent, ils nous envoient des armées. Ça ne marchera pas. Nous sommes réfractaires à la sujétion. Tous les peuples de l'AES sont comme ça. C'est ce que je voulais vous dire, mesdames et messieurs. Du courage, et mesdames, messieurs, vous avez une grande charge. Le président a pris un gros morceau, il l'a mis sur vos têtes à partir de Sikasso. Derrière le coup suffisamment solide pour le tenir bon. Les autres, chacun n'a qu'à faire son travail. Il y a des ministres qui ont perdu toute la journée ici aujourd'hui. Ils n'ont même pas travaillé. Parce qu'ils veulent comprendre. Ils veulent vous écouter. Certains sont sur pied depuis 6 heures. Ils sont allés à l'aéroport, ils sont venus. On doit retourner à 17 heures encore. Donc jusqu'à 18 heures, ils sont sur pied. Tout ça, c'est pour comprendre et vous aider. Nous sommes donc auprès de vous. Et nous allons vous aider. Parce que c'est un travail commun. Je voudrais avoir l'occasion de féliciter le président de la MRTP et le directeur général de l'AGEFO. Solennellement, la séance des journées numériques de l'AES, ouverte la deuxième session des journées numériques. Merci beaucoup de votre aimable attention.